qu'est-ce qu'on a déjà testé, qu'est-ce qui intéresse, en termes de sujet de formation, qu'est-ce qui peut intéresser, où j'ai mis plusieurs sujets, etc. T'es allé scraper les retours pour ensuite là, crafter vraiment la solution avec. C'est ça. Et tu te finis par encercler par quelqu'un que t'avais pas vu et bam, ça explose. C'est vraiment ce truc-là. Le post d'annonce, du coup, qui était forcément un post d'annonce, il a fait, je crois, près de 300 000 vues, un truc comme ça. Ok. Pas mal. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que l'IA, ça va remplacer que les métiers dans le marketing, un truc comme ça. Mais Hello, c'est JB au montage. Quelques semaines plus tard, après l'enregistrement avec Théo, je me suis rendu compte qu'il y a une des deux caméras, malheureusement celle de Théo, qui n'était pas focus et qui a fait quelque chose de pas net. Du coup, vu qu'on travaille dans l'IA, j'ai quand même cherché un autre outil, une alternative pour essayer de reconstruire le visage, etc. Et je suis tombé sur quelque chose qui a travaillé pendant des nuits sur le rush 4K 50 fps de Théo pour reconstruire son visage. Donc vous allez le voir au long de l'épisode, que le faciès de Théo a été retravaillé. Désolé Théo pour ça. Mais je pense que le discours et l'échange qu'on a eu avec Théo méritent vraiment d'être partagés. Je voulais pas supprimer les rushs. Merci à tous ceux qui suivent Almost Human depuis le début. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les prochains invités que vous aimeriez voir. Et je vous laisse directement avec l'épisode numéro 6. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur le 4e épisode de Almost Human. Le podcast qui va parler de l'IA et de la création de contenu autour de tous ces sujets-là. On a reçu des chefs d'entreprise, on a reçu des chercheurs et des entrepreneurs qui travaillent dedans. Et j'aimerais aujourd'hui accueillir Théo Leblanc qui a surfé de ouf sur la vague de l'IA et qui va se présenter tout de suite. Bonjour Théo, comment ça va ? Très bien, et toi ? Je te laisse te présenter. Ok. Donc moi, je m'appelle Théo, je suis un entrepreneur de 16 ans et encore étudiant parce que je vais rentrer en école de commerce l'an prochain. Trop cool. Et depuis maintenant plus d'un an, je suis également créateur de contenu sur LinkedIn où maintenant je vulgarise l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rendre accessible à tous et permettre à chacun de comprendre et de pouvoir s'en servir relativement facilement sans y passer des heures. Trop bien, c'est super clair. J'avoue avoir une démarche assez similaire à la tienne. J'ai un compte TikTok où je fais ce genre de contenu tuto ultra simple, activable, avec beaucoup de valeur. Et franchement, quand on voit les contenus anglophones, on voit qu'il y a quand même un gros trou dans le marché français. Ne serait-ce que dans l'activabilité des choses sur les outils. Et je trouve que ton contenu, il est vraiment cool. Et c'est pour ça que je t'invite sur le podcast, pour que tu nous racontes comment est-ce que tu es passé de projets antérieurs. Parce que je crois que tu as essayé des différents types d'entrepreneuriat, même en étant si jeune. Et comment est-ce que tu en es arrivé à tomber sur l'IA ? Comment est-ce que j'en suis arrivé sur l'IA ? C'est qu'en décembre, j'ai dû fermer une agence de ghostwriting sur LinkedIn. Donc, c'est le fait d'écrire les posts pour d'autres personnes pour différentes raisons personnelles. Et donc, à ce moment-là, j'ai cherché comment est-ce que je pouvais améliorer mes contenus. Parce qu'à l'époque, ça faisait un peu plus de 6 mois que je publiais sur la plateforme et je publiais des posts pour apprendre aux gens comment grossir sur LinkedIn et c'est ce qui me faisait grossir. Beaucoup de gens ont commencé par là et c'est un peu paradoxal. Et j'ai cherché un moyen de vraiment améliorer mon contenu, d'être plus concret, j'ai parlé un peu de mes passions, mais c'était pas très, un peu de football, un peu de développement personnel, mais j'avais pas ce truc, j'avais pas cette flamme. Et puis je me suis rappelé aussi que depuis quelques années, je suivais un peu de loin tout ce qui était machine learning, deep learning, parce que j'avais compris que c'était futur, c'était exceptionnel, mais dans ma tête, et j'avais raison d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, c'était réservé aux grosses boîtes, parce qu'il fallait une équipe d'ingénieurs, il fallait faire des études, des longues études, etc. Si on les rentrait dedans, c'était complètement inaccessible. Sauf qu'en ce mois de décembre, quelque chose qui est sorti un peu avant, qui s'appelle ChatGPT, qui a fait un peu de bruit, et qui m'a ramené dans ce monde-là de l'intelligence artificielle, du coup, le deep learning, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte qu'en quelques années, en fait, il y avait plein d'outils qui étaient sortis, il y avait plein de choses qui étaient devenues hyper accessibles, et que ce qu'on pouvait faire, c'était complètement fou. Mais quand on prenait le temps. Et la première chose que j'ai compris assez vite, c'est qu'il fallait comprendre et fallait savoir s'en servir pour avoir un bon résultat. Il fallait y mettre les heures. Voilà, c'est ça. Mais pas tout seul. C'est pas par hasard où tu tapes juste une phrase sur ChatGPT, c'est pas tiens, rédige-moi un post LinkedIn sur la productivité, hop, il te sort un banger à 2000 likes. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc j'ai tout de suite compris ça et j'ai tout de suite cherché à apprendre. Donc j'ai découvert ça début décembre. J'ai passé à peu près 3 semaines à vraiment poncer ChatGPT mid-journée, etc. Si bien que depuis, j'ai des images mid-journée à presque tous mes posts LinkedIn. Maintenant, j'ai toujours une image alors qu'avant, c'était mon gros problème. Ouais. Et entre-temps aussi, j'ai été contacté, parce que j'étais en contact avec Antoine BM, qui est un infopreneur, qui est un des plus célèbres infopreneurs français d'ailleurs. C'est Papa Social Media Family, c'est ça ? Ah non, Antoine BM. Antoine BM. Oui, d'accord, je vois très bien. Voilà, et à ce moment-là, du coup, il cherchait quelqu'un, à la base, il cherchait des informations sur l'IA pour lui apprendre un peu, etc. Donc je lui ai proposé à ce moment-là,
vite fait différentes informations. Il m'a demandé si j'ai une idée de plan, par exemple, pour lui, une formation qu'il pouvait faire. En fait, j'ai juste repris un plan que j'avais déjà pour un autre contrat avec une autre personne qui s'appelle Mathias Montavon, je ne sais pas si tu connais, où j'ai aussi eu un truc là-dessus. Il a kiffé, il m'a dit tu fais la formation, je te paye 8000 balles, c'est parti. Et là, je me suis retrouvé mi-janvier à être devenu formateur après 1 mois et demi dans l'IA, et c'est là où j'ai compris, et au fur et à mesure en le tournant et en me rendant compte à quel point j'étais à fond dedans, que je kiffais, j'ai compris qu'à la fois c'était une opportunité de malade, mais surtout que je kiffais ça et que j'avais envie d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir rendre ça beaucoup plus accessible. Trop cool. Donc l'opportunité plus l'intérêt personnel avec beaucoup de temps perso investi, ça t'a fait comprendre que c'était la bonne vague. C'est drôle de voir ça. Personnellement, j'ai pris mon abonnement genre Midjourney, ça fait peut-être genre 1 an. J'ai mon truc, je dois avoir 6000 ou 7000 générations sur mon profil Midjourney. Et ouais, je pensais que c'était énorme. Et du coup, j'ai fait pas mal de trucs sur TikTok et ça a fait une petite communauté sur Discord. Et ces mecs-là sur Discord, je me suis rendu compte que genre ils me suivaient, mais que eux aussi c'était des gros tryharders. Donc on fait des soirées le soir sur Discord, on s'échange des trucs, on teste Stable Diffusion, Midjourney, machin. Et eux, genre ils sont à genre 20-30 000 générations sur Midjourney. Donc c'est des trucs de fou. Donc ce qu'il faut avoir, moi ce que j'ai compris de ça, c'est que même juste en étant un gros tryharder, ça suffit pas. Parce que ces mecs-là, ils avaient pas forcément ni la passion, ni genre la volonté de partager ce qu'ils avaient appris. Et faut juste être dans le bon milieu entre passer 100 heures tout seul ou passer genre 20 heures tout seul et faire 20 heures de contenu pour essayer de le partager. Faut trouver le bon équilibre, quoi. C'est 20-80, tu peux très bien passer seulement quelques heures, mais sur les trucs vraiment les plus intéressants et à te former beaucoup plus vite parce que tu connais les méthodes pour chercher, etc. Ou alors passer des dizaines d'heures à refaire le même truc, mais pas bien, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, sur tes posts, je vois que tu génères beaucoup d'images. C'est quoi ton truc de génération favori que tu utilises aujourd'hui? C'est du Midjourney ou tu vas sur du Stable Diffusion? Non, je préfère Midjourney. Ouais, quand même. Parce que même l'entraînement, que j'ai pas trop creusé pour l'instant, parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant bien un prompt que je réutilise ensuite qui me sert de base et une image d'inspiration, j'arrive à créer des images de moi relativement pas mal ressemblantes et qui suffisent largement, qui donnent des résultats quand même bien plus réalistes et bien meilleurs que Stable Diffusion. Donc perso, je kiffe Midjourney. Ok, je vois. Après, tu sais, on peut faire des LoRa de soi, genre l'entraînement que tu mentionnes. Ouais. On peut, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, on peut mettre un tas d'images de soi dans tous les profils, toutes les vues, machin, pour entraîner sa propre version, son propre générateur d'images. Et il y a un mec dans la communauté, il m'a demandé un pack de 50 photos de moi. Alors, c'est peut-être pas top niveau RGPD, sécurité des données et tout. Mais il a pris 50 photos de moi et il les a fait en un LoRa qui tourne sur Stable Diffusion. Et maintenant, genre, il peut générer des photos de moi, genre comme il veut, dans n'importe quel angle, dans n'importe quel style. Ça, c'est flippant aussi. Ouais, bah ça, c'est les deepfakes, ça commence à devenir très très fort. Ouais. Perso, je trouve ça. Enfin, les résultats, même quand tu l'entraînes, je trouve que parfois, c'est un peu moins réaliste. Ça. Enfin, tu te rends compte plus rapidement qu'avec une image Midjourney. Image Midjourney, tu as peut-être 20%, allez, non, c'est peut-être 50% des gens qui vont le voir direct, alors que Stable Diffusion, tu as peut-être 80% des gens qui vont le voir direct, voire plus, que c'est une image. C'est pas une vraie image, quoi. Ok. Trop cool. Et du coup, tes posts LinkedIn, il y en a beaucoup qui ont eu une très grosse portée. Et du coup, ça t'a rapporté, j'imagine, beaucoup de contacts, de réseaux, d'opportunités, tout ça. Mais je trouve que le plus important, et tu me corriges si je me trompe, c'est peut-être les feedbacks qui t'ont permis peut-être de voir directement vers quelle formation partir, vers quel outil, quel est le besoin des gens, plutôt que juste 2-3 opportunités ou quelques invitations que ça a pu te générer. Tu parles de feedback, c'est focus sur ce que j'ai pu créer avec de l'IA ou c'est en général sur le contenu des feedbacks sur les opportunités business que tu as pu avoir, et c'est peut-être à force de feedback en voyant que tes tutos sur l'IA rapportaient énormément de vues, d'intérêt, etc., que tu t'es peut-être dit, ok, il y a un super créneau là-dessus. Alors, au niveau de la période, c'est même pas ce qui me faisait le plus de vues en comparaison, surtout que j'ai eu quelques très bons mois récemment parce que j'ai beaucoup travaillé en storytelling, ce qui est vraiment la base des vues en fait. Tu peux franchement avoir de la merde en fond, avoir un bon storytelling, tu vas cartonner. C'est ridicule. Et donc, franchement, les tutos IA, les trucs sur l'IA, etc., c'était même pas ce qui faisait le plus de vues. Mais c'est là où je sentais que les gens qui le regardaient, du coup, c'est peut-être que je n'étais pas super bon sur storytelling là-dessus, mais les gens qui en tout cas le consommaient, etc., à la fin étaient vraiment contents et vraiment kiffaient ça, en voulaient plus.
et c'était toujours les mêmes personnes qui suivaient à chaque fois, etc. Donc j'ai compris l'intérêt. Puis j'ai aussi testé l'intérêt, j'ai fait des sondages, j'en ai parlé sur des groupes privés, j'en ai parlé à des gens directement dans la messagerie. Et c'est vrai que ça m'a permis au fur et à mesure de... Enfin, ça, en fait, on savait déjà l'IA, on sait que l'IA, ça intéresse beaucoup de monde. Il suffit de voir le nombre d'utilisateurs de ChatGPT, d'à quel point est-ce que les journaux en parlent, etc. À la fin, on a même marre et le terme IA, il ne veut plus rien dire, quoi. Donc ça devient presque ridicule. Mais c'est vrai que c'était intéressant pour progresser, pour voir dans quel domaine partir. Mais ça, limite, les feedbacks, je suis allé chercher. Par exemple, sur un projet que je lance, dont on va parler plus tard, je pense, qui s'appelle Fria. La première étape pour me financer, c'est aussi de créer une formation pour pouvoir financer la croissance, etc. et apporter de la valeur. J'avais eu quelques feedbacks, j'avais déjà une idée d'à peu près ce que je pouvais faire. Mais plutôt que de partir dans mon idée juste avec quelques feedbacks, le post d'annonce, du coup, qui était forcément un post d'annonce, il a fait, je crois, près de 300 000 vues, un truc comme ça. Okay, c'est pas mal. Et ça, en fait, j'ai mis un typeform à la fin, dans un commentaire, qui a eu un peu plus de 1300 réponses, donc taux de conversion, ça va. Dans lequel, du coup, j'ai quelques questions au niveau de compréhension de l'IA, qu'est-ce qu'on a déjà testé, qu'est-ce qui intéresse, en termes de sujet de formation, qu'est-ce qui peut intéresser, où j'ai mis plusieurs sujets, etc. T'es allé scraper les retours pour ensuite crafter vraiment la solution avec... C'est ça, et je crois que au final, j'ai eu ce que c'était choix multiple pour les formations, ce qui a été pris, ce qui est déjà prêt, ce qui sort au moins l'épisode sera publié, sera déjà sorti. Puis assistant, pour créer son assistant personnel. Tu as eu plus de 60% de réponses comme quoi ça intéressait de créer son assistant personnel. D'accord. Donc là, tu peux peut-être justement enchaîner sur qu'est-ce que Fria et c'est quoi ton ambition parce que avant, si tu veux bien reprendre, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te suivent pas, c'était quoi ton premier créneau? Je crois que c'était les coachings, c'est ça, à l'heure. Et ensuite, Fria. Et du coup, comment tu as fait de l'un à l'autre Au début, d'ailleurs, c'était même pas les coachings, j'ai fait de l'infoprenariat par opportunité où j'ai eu quelques demandes, quelques contrats, c'est allé vite. Et j'ai eu l'idée, honnêtement, à ce moment-là, j'aurais pu contacter pas mal d'infopreneurs et refaire les formations avec les mêmes infos, mais changeant la forme. Ce que j'ai fait un peu, j'ai pris j'ai pris en gros pas mal. Mais derrière, c'était pas pérenne et je voulais créer ma propre marque, je voulais créer ma propre image. J'ai failli bosser avec des mecs comme Stan Leloup, qui a lancé sa chaîne Yamania, avec Yumi Denzel aussi, qui a recruté des gens. Mais au final, j'ai plutôt pris la décision de partir de mon côté. Sauf que c'était aussi la période de mes études où j'ai eu mes examens qui arrivaient, j'ai eu le bac qui arrivait où il fallait quand même que je bosse un minimum pour avoir une bonne moyenne, etc. Tout ça pour aller en école de commerce parce que j'ai quand même une bonne école. Et donc j'ai dû recentrer. Et à ce moment-là, j'avais peut-être déjà que je passais un peu moins de temps à me renseigner. Je voulais quand même avoir quelques rentrées d'argent tranquilles. Mais donc la solution que j'ai trouvée, c'était du coaching très sélectif où j'étais à 500 € de l'heure. J'avais 2-3 créneaux par semaine, c'est tout. Les gens réservaient, ils payaient au moment de réserver, c'est tout. Donc c'était taux de conversion qui était vraiment pourri, mais je m'en foutais. Du coup, c'était sur mon profil, j'en parlais pas trop dans mes posts, etc. Mais en gros, c'était quasiment toujours full. Donc je prenais mes quelques milliers par mois comme ça, en y passant une dizaine d'heures par mois. Et ce qui m'a permis en plus de prendre des feedbacks, de voir concrètement c'était quoi les besoins des dirigeants, concrètement leur vision de l'IA, etc. Par quoi est-ce qu'ils étaient intéressés, quel type de profil était intéressé. Donc permis de prendre un peu d'argent de poche, préparer le projet, préparer la suite. Où là maintenant, justement, je lance, au moment où le podcast sera sorti, il sera déjà lancé, Fria, donc, qui est une communauté, donc, qui a pour objectif d'être la plus grande communauté francophone sur l'IA, pour rendre l'IA libre, rendre l'IA accessible à tous. Que n'importe qui puisse y avoir accès facilement, même s'il n'a pas les connaissances, même s'il ne sait pas trop comment s'en servir, qu'il n'a pas trop le temps, que ce soit facile d'accès. Une grosse vision pour une grosse plateforme pour vraiment avoir un serveur Discord. Un serveur Discord. Ok, trop cool. Serveur Discord où du coup il y a plusieurs features sympas. En gros, le but c'est de centraliser, ça c'est la vision globale à long terme, centraliser toutes les connaissances, centraliser tous les talents et centraliser tous les projets. Okay. On va pouvoir tout rassembler et créer une sorte d'incubateur au final de canalisateur où tu as des features, par exemple, tu as un résumé quotidien personnalisé. Quand tu rejoins la communauté, tu réponds à 2-3 questions pour qu'on puisse mieux cerner ton profil. Derrière, tous les jours, tu reçois, selon ce que tu as demandé, du coup, un résumé des news qui sont passées dans les dernières 24 heures. Tu n'as pas besoin de suivre 50 newsletters, tu as tout en 30 secondes. Et c'est hyper pratique, ça te fait gagner un temps de malade. Trop cool. Pardon. Il y a plein de trucs comme ça, genre un second cerveau collectif où chacun met ses infos. Et du coup, au final, tu as juste à aller chercher selon tes besoins, etc. Pas besoin de faire plein de recherches, plein de trucs. Génial. Et t'es tout seul sur ça? Ou tu travailles avec des j'ai pas d'associé, mais par contre je suis pas mal entouré. Ouais, je bosse avec plusieurs agences. En fait, c'est une sorte d'écosystème avec une personne qui me mentor pas mal sur pas mal de sujets, qui est Raibet Tari, dont je parle de plus en plus dans mes posts, qui m'amène pas mal d'opportunités, etc. Donc qui m'a un peu pris sous son aile.
Donc notamment, je bosse sur des solutions, les différentes features. Il y a quand même quelques trucs à dev, donc ça, je passe par une agence qui gère, enfin qui possède, donc ce qui permet aussi d'avoir des arrangements sympas. Aussi au niveau de la création de contenu, je sais pas en termes de timing, au moment où le podcast est sorti, peut-être que j'aurais déjà fait aussi la transition à commencer à publier sur YouTube des vidéos sur l'IA, Trop bien, bravo. sur vidéo courte, etc. Ça va commencer à être très sympa pour pouvoir aussi aller plus loin, parce qu'en vrai, un post LinkedIn, c'est assez court. J'ai déjà commencé à faire quelques vidéos sur LinkedIn justement pour expliquer des trucs un peu plus longs, mais c'est assez limité, c'est pas prévu pour. Donc je commence là un peu à préparer dans l'ombre. Je te suis entièrement. Là, je vais pas le faire sur le sujet de l'IA, mais je vais faire une série de posts tous les jours sur LinkedIn avec des vidéos justement pour aller chercher beaucoup plus loin que le post textuel, parce qu'on peut pas transmettre vraiment la même chose en texte et en vidéo. Comme une vidéo courte, une vidéo longue. Et c'est tellement dans la demande. C'est vraiment le funnel classique, c'est-à-dire qu'on va avoir les top of funnel avec tes gros posts à 2500 likes et machin, très story télé. Ensuite, tu vas peut-être avoir genre des trucs ultra activables au format court et un tuto où il y aura peut-être moins de monde sur YouTube, mais qui va aller chercher genre un mot-clé ou un besoin ultra spécifique, tu vois. Ça, c'est la vraie grosse demande qu'on a, nous, à l'agence. Et tous les clients, ils veulent ça, en fait. C'est normal, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc franchement, déjà, bravo d'investir sur du contenu aussitôt, parce que souvent, c'est pris à part, ou vraiment, allez, on verra si on fait du contenu, allez, on va mettre un petit billet. On va cramer de l'argent sur les Facebook Ads, mais par contre, genre se dire faire un truc pérenne en contenu et bosser son branding et son SEO, non, ça, on verra plus tard. Facebook Ads, c'est prévu pour la formation, mais c'est après, quoi. Ouais, mais franchement, je trouve que c'est cool quand tu as le full stack, c'est-à-dire que tout se complémente et que t'as pas que du paid où c'est genre linéaire, tu mets 10 €, tu gagnes 15 €. Parce qu'au bout d'un moment, si tu arrêtes de mettre des pièces dans la machine, ça arrête de grossir. Si la personne t'a vu en contenu organique, il y a beaucoup plus de chances qu'elle clique et tu as des bien meilleurs taux de conversion en paid. C'est sûr, mais c'est toute une stratégie et je trouve ça très cool que tu la mettes en place parce que tu as déjà une vraie araignée de contenu sur LinkedIn. Et tu passes dans beaucoup de podcasts avec genre Benoît Dubos et tout ça. Donc je trouve que ça c'est vraiment la bonne première étape. Tu as vraiment fait le top of funnel. Et derrière, tu vas aller convertir tout le monde vers Fria, vers ton Discord. Mind of the Funnel, c'est la newsletter qui commence un peu à grossir assez sympa. Là, je crois qu'on a un peu plus de 3000 personnes au moment où on tourne. Donc le but d'ici un mois ou deux sera d'être à bien 10-15 000. Ensuite, du coup, Mind of the Funnel, c'est les vidéos YouTube et la newsletter. Si tu rediriges vers Fria, vers du coup des formations gratuites, vers ce genre de choses. Trop cool, bravo. Merci. Et c'est quoi les sujets des formations, si c'est pas du spoil? Payante ou gratuite? Là, ce qui va sortir en premier, c'est les gratuites, je crois, c'est ça? En fait, comment est-ce que je vais fonctionner là-dessus? C'est que tu as les formations payantes en fait, qui te font passer d'un point A à un point B. Par exemple, le point A, c'est que tu as trop de temps, tu as du mal à gérer, tu n'as pas assez de temps, tu as du mal à gérer, tu as trop de trucs à faire. Le point B, là où je vais t'amener, c'est celui de la première formation, c'est que tu as mis en place des automatisations, tu as mis en place des choses pour gagner du temps, tu as créé ton super assistant, ton assistant virtuel, d'où le nom Free Assistant. Du coup, rendre les assistants libres à tous sans forcément dépenser des sommes assez grosses parce que ça coûte cher un assistant virtuel. Donc t'amener d'un point A à un point B. Mais du coup, de cette formation, il y a pas mal de vidéos sur des outils assez spécifiques. Et ça, je peux m'en servir pour des formations gratuites qui vont être beaucoup plus focus SEO, beaucoup plus focus là-dessus. Par exemple, la formation ChatGPT, la formation MEC. Le voyage, tu te fais payer, mais les étapes, tu peux les segmenter et en faire du contenu gratuit. Si tu n'as que l'étape, tu n'as pas le voyage. Enfin, c'est le voyage au final qui vraiment te fait passer d'un point A à un point B. Trop cool. Au niveau IA, du coup, tu as dit que Fria, c'était au départ une communauté et qu'il y a peut-être une vision un peu plus long-termiste. Alors, pas forcément spécifiquement sur ta boîte, mais au niveau de l'IA, comment est-ce que tu le vois au niveau du futur? Est-ce que tu le vois comme un outil? Est-ce que tu le vois comme une révolution? Et comment est-ce que tu paries justement avec le nom de ta boîte et le positionnement sur... là, on voit forcément que tu fais un gros pari sur l'IA sur les prochaines années, quoi. Bien sûr. Et comment tu te positionnes? Pour moi, l'IA, c'est pas un nouveau domaine. C'est pas comme Internet, c'est pas comme le Web 3, c'est pas un nouveau domaine. Donc c'est pas une révolution dans le sens où ça change. C'est pas une nouvelle chose, c'est pas une nouvelle couche. Par contre, c'est un nouveau levier. C'est un levier beaucoup plus puissant. On a vu les 4 leviers principaux. On parle beaucoup de jours, notamment Naval Ravikant, le code, l'audience, l'argent et l'humain. L'IA, ça rentre dans le code. Mais l'IA, ça multiplie la capacité d'action. C'est du code, mais ultra accessible et où tu peux faire presque beaucoup plus qu'avec du code basique. Et au final, c'est un levier fou.
Et il faut le voir, c'est une révolution dans le sens où il y a plein de choses qui avant étaient inaccessibles sans levier, qui deviennent possibles maintenant, qui deviennent aujourd'hui. En fait, le levier est tellement fort que ça induit plus une révolution presque philosophique dans le sens où avant, ceux qui avaient le pouvoir, c'était ceux qui avaient les réponses aux questions, ceux qui avaient les solutions, ceux qui exécutaient. Maintenant que l'IA va pouvoir exécuter de plus en plus, et ça, la barrière technique, elle va tellement vite, elle change tellement vite. Franchement, je trouve ça ridicule aujourd'hui de vouloir se positionner en mode tiens, je me mets juste au-dessus de la barrière technique ou je fais le pari d'être d'être plus efficace dans l'opération. Bah non, ça va toujours plus vite, c'est impossible à tenir. Donc, par contre, l'exécution, ça va devenir facile, ça va devenir accessible. Donc le pouvoir va revenir à ceux qui posent les questions. Ceux avant qu'on n'écoutait pas, les rêveurs, ceux qui avaient des idées, ceux qui vagabondaient, qui juste pensaient à des choses mais ne les mettaient jamais en application parce qu'ils n'avaient pas les moyens, pas le temps, ou qu'ils n'étaient pas dans l'exécution. Maintenant, tu as une idée, le matin même, le soir même, tu peux avoir un MVP qui est publié où tu as déjà tes premiers retours, tes premiers clients, etc. Ouais. Parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Tu vas casser la barrière à l'entrée, en fait. C'est ça. L'IA, pour moi, ça va casser une quantité de barrières, c'est un truc de fou. Mais franchement, ici, on tourne l'épisode dans les locaux d'une école digitale. Et dans cette école digitale, il y a beaucoup de dev et il y a beaucoup de marketing, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a qui vraiment savent l'utiliser, qui ont pris de fou cette vague et qui peuvent cumuler une freelance en même temps que leur alternance, qui voient vraiment une productivité bien plus grosse que ce qui était possible avant. Et franchement, moi, je les applaudis, les élèves qui foncent là-dessus, parce qu'ils vont très très fort sur... Il y en a qui vont genre sur Adobe Stock vendre des photos générées par Midjourney juste pour faire un petit side business. C'est encore ça? Ouais, ça marche en vrai. Tellement de youtubeurs qui l'ont vendu dans des vidéos, des business de rêve. Mais en vrai, ça marche toujours. Et il y en a qui font, par exemple, de la musique, qui vont aller rechercher des inspi, des musiques qui vont générer, genre, je sais pas, t'as pas tel violon de tel truc, tu fais la vocalise avec ta voix, tu l'envoies, ça te la renvoie en violon, et ensuite tu t'en sers dans ton mix. Ils sont d'une créativité folle. Et ça revient sur le point que tu disais, c'est que aujourd'hui, le facteur limitant, ou le facteur vraiment différentiel, ça va être la créativité et l'humain en soi, ce qui lui est inaliénable, alors que vraiment même si l'IA peut générer des idées, mais c'est encore un débat. C'est de la préposition. Le chercheur qui était assis à ta place la dernière fois, il disait que c'était une bonne représentation, que l'IA en fait c'est vraiment juste un cercle, et que quand tu lui faisais un prompt, ça mettait un point en dehors du cercle et qu'il allait générer une réponse et du coup de la créativité à partir du prompt. Et je trouve que c'est cool de pouvoir venir étendre et tirer les bords de ce qui est capable en lui donnant des infos et en lui donnant des prompts de qualité pour aller chercher des résultats qui ne sont pas forcément au plein centre dans la moyenne classique. Quoi. C'est ça. Tu vas lui ouvrir des nouvelles manières de s'agrandir. Ouais, c'est ça. C'est comme dans Agar. Ça me fait penser. C'est Agario. C'est comme dans Agario, tu lui files des plus petits mobs pour qu'il puisse s'agrandir. Et tu te finis par encercler par quelqu'un que tu n'avais pas vu et bam, ça explose. C'est vraiment ce truc-là. Trop drôle. C'était super cool. Et du coup, si je résume, toi, tu utilises l'IA comme un outil révolutionnaire, exceptionnellement, mais quand même comme un outil, l'IA. C'est ça, c'est un outil, ça va changer énormément de choses. Pour moi, c'est l'équivalent de la révolution industrielle. Ça n'a pas amené un nouveau domaine, ça n'a pas amené des nouvelles choses. Par contre, ça a permis de faire tout ce qu'on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et donc, ça a permis ensuite d'induire de nouveaux domaines parce qu'on a libéré, en gros, à l'époque, l'extrême majorité des gens travaillaient pour produire à manger parce que c'était le gros besoin et que c'était le plus dur, quoi. La révolution industrielle, ça a libéré peut-être des millions de personnes qui ont pu se consacrer à d'autres choses et donc créer d'autres trucs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le fait qu'on supprime des emplois, c'est une bonne chose. Mais bref, ça peut partir dans un débat, ça qui peut... Ah non, moi je suis... ma famille sont maraîchers à la base, donc ils font des légumes, une partie de ma famille. Et ce que je trouve exceptionnel, j'ai peut-être déjà raconté, mais en fait, mon tonton, il m'a amené une photo il m'a dit mon chou-fleur a tel problème sur la base du chou, il commence à jaunir. On a fait le prompt, Midjourney, ChatGPT lui a sorti les potentielles carences. Il lui a donné plus de détails et ChatGPT lui a sorti comment l'appliquer, etc., comment gagner du temps. Et ça avait une valeur monétaire et de temps humain qui a été un labo, un billet de quelques centaines d'euros pour faire analyser la terre, les carences et tout.
Et ça, je trouve que le plus vite ce sera accessible dans les outils, je vais dire bêtement, du maraîcher qui est dans son champ avec les bottes dans son tracteur, s'il peut avoir accès à ce genre de réponse qui lui fait gagner ce genre de temps et ce genre d'argent, c'est là où on va passer des 70% de jobs tertiaires à 90%. Quoi. Ouais, Moi, je trouve que déjà 70% de tertiaires en Europe, c'est énorme. Mais ouais, c'est vrai que robotique IA, en fait, on va finir quoi à 100% de service. Il n'y aura plus de manuel, tu vois, genre c'est... En fait, ça, c'est un truc que les gens oublient énormément, c'est qu'on a l'impression que la robotique, c'est pas possible, les robots sont pas là, c'est un truc qui est encore loin. Allez, faites un petit tour en Asie, au Japon, en Corée du Sud, là où il y a un vieillissement de la population, ils n'ont pas eu le choix que de créer des robots parce qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre. Bah, les robots intelligents, ça existe déjà, quoi. C'est juste qu'en Europe, on n'a pas le besoin parce qu'on veut protéger les emplois. Mais ça existe déjà. J'avoue que c'est vrai, ce truc-là de protéger les emplois. J'étais à Amsterdam le week-end dernier et il n'y a que des petits robots qui arrivent avec un écran et tu mets les assiettes sales une fois que tu as fini de manger au restaurant. Encore, et les robots repartent. Mais tu imagines, genre ça, c'est niveau 1. Mais t'imagines demain les manifs étudiantes si tu dis bah non, on va remplacer tous vos jobs étudiants. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus le moyen de gagner de l'argent. Oui, si, il y en a plein, mais les gens ont. Enfin, c'est pas la bonne réflexion. Faut se rappeler quand même qu'à la base, un job, c'est qu'on répond à un problème. Mais que si le problème est réglé, c'est bien. Le but, c'est quand même de régler le problème. C'est pas d'avoir un salaire. Donc, c'est de régler le problème. Et le salaire, c'est la compensation en termes de temps. Mais si le problème est réglé, il y en a pas mal d'autres quand même des problèmes. Hein. Ah, mais je suis grave d'accord avec toi. Mais je trouve que ça confronte avec un vrai challenge. C'est qu'on a souvent plus de motivation par une peur qui nous pousse, on n'a pas envie de ça, que par l'appât du gain. Et cet appât du gain... cet appât du gain, il est peut-être pas assez suffisant de dire mais maintenant vous n'avez plus besoin genre de faire tel job étudiant, vous pouvez genre lancer votre freelance dans l'IA, faire tel truc grâce aux nouveaux outils. Non, ce que j'ai peur, c'est que mon job actuel d'étudiant, il soit genre supprimé ou remplacé. Et du coup là tu te rentres dans un problème où genre ça va tellement vite que cette peur augmente et il y a des gens qui passent le cap de... J'appelais ça des cycles, on en parlait avec un pote. Disons qu'il y a eu genre un cycle sur les prompts, un cycle sur la génération d'images, la génération de vidéos, et une fois que telle population, par exemple, je prends ma grand-mère, elle a loupé genre 1, 2, 3, 4, 5 cycles peut-être, au bout d'un moment elle fait ok, c'est plus pour moi, je veux même pas rattraper les cycles, hein, tu vois. Il y a trop de retard, trop de peur accumulée que genre elle déconnecte. Ça va finir. Enfin, la comparaison, c'est avec Internet. Internet, ça a mis combien d'années, voire de dizaines d'années avant de devenir le truc incontournable qu'on a aujourd'hui, où c'est juste pas concevable de vivre sur Internet. Même les impôts sont sur Internet, tu vois. Genre au final, ça a fini par révolutionner tout, quoi. Alors qu'au départ, c'était complètement rejeté, beaucoup plus que l'IA. Ça a mis beaucoup plus de temps à être adopté au fur et à mesure. Tellement. Tellement. Mais franchement, ce truc de cycle, hein, j'avoue qu'il est assez différent en fonction des pays ou en fonction des tranches d'âge. Et en fonction des besoins. Simplement, si t'as pas le choix que de l'adopter, tu prends. Ouais, t'as pas le choix que de l'adopter. Je pense que malheureusement, soit tu le prends, soit tu vas dans les rues pour manifester, tu vois. Genre, ça m'étonnerait pas. Tu vas dans les rues pour manifester si t'as à manger, si t'as de quoi, si t'as pas de problème. Enfin, c'est pour ça, par exemple, tu vois, la robotique, avant que ça arrive en Afrique, il y a des dizaines d'années, parce qu'il y a une population très jeune et qui a pas du tout de besoin de main-d'œuvre. Oui. Beaucoup plus un besoin intellectuel, donc là, il y aura plus de l'IA. Japon, c'est l'inverse. Tu as beaucoup plus d'intellectuels, mais tu as moins de main-d'œuvre, tu as moins de jeunes. Donc, ils ont d'abord beaucoup plus centré sur la robotique. Et ça fait des années que ça existe. Alors je m'y connais pas trop en termes d'IA en Asie, même s'il y a déjà des stars en IA, etc. Mais c'était moins le focus. On voit aujourd'hui par rapport en Europe. L'Europe, c'est un peu plus cherché quand même sur l'IA que la robotique. En Asie, au Japon, c'était beaucoup plus la robotique parce qu'il y avait un vrai besoin. Tu vas pas manifester quand tu manques de personnes pour faire le travail. Ouais, tu manques de personnes dans les champs, tu manques de personnes pour servir, etc. Ça me fait penser à cette interview d'Elon Musk où le mec, le journaliste américain, il lui dit mais dans combien de temps est-ce que vous pensez qu'un robot pourrait prendre une arme à feu et tirer? Et Elon Musk lui répond un truc dans le style une paire de semaines avec mon équipe, quoi, tu vois, genre. Et le journaliste, il est genre théorisé en mode... Il y a les robots de Boston Dynamics qui font des backflips, évidemment, ils peuvent genre marcher tout droit avec une bombe dans le dos, tu vois, genre ça, moi je trouve ça... Mais il y a déjà des drones kamikazes, dans la guerre Ukraine-Russie, il y a déjà des drones kamikazes. Hein. Mais ça c'est hallucinant, genre les gens, ils arrivent pas à... C'est trop fictionnaire pour eux, genre ils veulent pas accepter que c'est la réalité, tu vois, genre. Je trouve que ça revient au truc de cycle, c'est qu'il y a eu tellement de cycles qu'ils ont loupé que pour eux, c'est pas encore possible que ce soit la réalité, ce type d'avancée techno, tu vois.
Et ça d'ailleurs, ça me fait penser, je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que l'IA, ça va remplacer que les métiers dans le marketing, un truc comme ça, mais parce que les gens dans le marketing sont des gens relativement jeunes, donc qui s'intéressent au cycle et qui se tiennent tout le temps à jour, donc qui ont été plus ouverts à l'IA et qui ont testé directement, donc qui plus vite ont pu se remplacer, être plus efficaces, sauf que ça va être pareil dans tous les jobs, sauf que les autres jobs le testent moins vite et sont moins ouverts, donc ça va se faire plus progressivement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette croyance un peu populaire que c'est que les métiers du marketing, d'internet, etc. qui vont se faire remplacer. Mais je trouve que c'est là où tu as un bon créneau avec ta vulgarisation, entre guillemets, et épandage de l'IA. C'est que tu vas peut-être aller allumer des lumières, des ampoules, des idées chez des entreprises du BTP, de je sais pas quoi, et leur dire ah, au fait, tel truc trop chiant que vous faites 10 fois par jour, genre, vous pouvez l'automatiser. Et c'est là où tu vas, genre, spark des idées d'IA dans des entreprises qui disaient ouais non ça c'est pas pour moi, c'est pour les mecs du marketing. Un truc drôle, c'est que la majorité des patrons que j'ai eu en coaching, ils venaient pas forcément des milieux internet. J'ai une boîte qui faisait du chauffage et des trucs comme ça. Au final, j'ai aidé sur la compta parce que la compta c'est chiant de faire à la main, etc. Tu l'automatises. Il y a une boîte qui est venue, ils géraient des associations, donc c'est des trucs vraiment beaucoup plus en présentiel à la base. Mais en fait, j'ai pu beaucoup plus les aider au niveau de la collecte d'infos et de la recherche de données, etc. Et le fait de faire des résumés, de matcher les différents assos et les salariés, etc. entre eux. Donc, c'était les aider là-dessus. Et en fait, j'ai limite beaucoup plus de patrons qui étaient dans des métiers plus manuels, plus physiques. Même j'ai eu un agent immobilier. Et en fait, tu as plein de trucs que tu fais qui peuvent être automatisés, qui peuvent aller beaucoup plus vite. Et ça reste un levier hyper puissant pour des métiers qui, à la base, n'ont rien à voir. Ouais, mais ça commence quand même un petit peu. Et j'ai l'impression que j'ai un peu cet effet-là de faire se rendre compte aux gens que tiens, ça a peut-être touché pas que les métiers du marketing des petits. Mais je pense que ça c'est dû au fait que tu avais quelque chose de plus large que l'IA juste avant, tu vois. C'est-à-dire que le fait que tu aies fait du copywriting ou que tu aies parlé d'autres sujets, ce qui fait que tu as peut-être accumulé des gens dans plein de petites niches différentes qui sont restés pour ton profil à toi plus que dont tu parlais. Et ça résonne maintenant que tu parles d'IA, ça me résonne avec différentes niches. Et franchement, ça c'est quelque chose de très très drôle. Moi, une des clientes avec qui on travaille de manière la plus synchrone et avec qui ça va le mieux, c'est une cliente qui n'est pas du tout venue pour mon agence de création de contenu. Je lui ai appris à terme que j'avais une agence de création de contenu parce qu'au début, elle est venue pour les coachings IA que j'avais mis dans ma bio sur TikTok, tu vois. Et elle avait pris des coachings, et on a discuté, on s'est vu à Paris, machin, truc et tout. Et au final, je lui ai dit un jour, au fait, j'ai une agence de création de contenu, ce besoin-là, on peut peut-être le faire pour toi. Et elle fait, ah bon? Et tu vois, genre, tu fais, ah, merde, j'ai peut-être loupé un truc dans ma com, tu vois, si elle l'apprend maintenant. Genre. Ok, là, c'est marrant, c'est ça, c'est même moi, surtout sur storytelling, je suis le petit jeune de 16 ans qui est un peu dans la provoque, où t'as pas mal, les pères de famille ou quoi, qui sont en mode, qui un peu peuvent s'identifier à moi quand ils étaient plus jeunes, tiens, j'aurais même bougé plus tôt, etc. Et où je fais les actions qui après coup, ils auraient imaginé vouloir faire, etc. Donc ils s'identifient, ils me suivent pour moi. Et j'ai plein de gens au final qui suivent. C'est pour ça que les posts storytelling, les posts fous fonctionnent beaucoup mieux que les posts tiers. Parce que sur mon storytelling, ça fonctionne mieux, c'est plus cohérent. Mais au fur et à mesure, le but, c'est de réussir à quand même bien associer les deux. Mais c'est drôle que tu fasses ça en conscience, en étant si jeune, en ayant vraiment ce positionnement stratégique. Et je trouve que c'est ça qui te rend particulier, et ce pourquoi ça marche, c'est qu'on sent que tu fais pas ça à la va-vite ou genre au hasard, en mode tiens, ça a marché pour moi les gars, trop de chance. La preuve, c'est qu'il y en a d'autres comme ça qui ont, je vais pas citer de nom parce que c'est pas faire, mais il y a d'autres jeunes comme moi qui sont lancés sur LinkedIn ou quoi, qui ont parfois très bien fonctionné sur quelques trucs ou quoi, mais qui au fur et à mesure ont fini par redescendre. Alors que j'ai eu quelques creux, mais globalement, si tu regardes à échelle macroscopique, j'ai toujours été en croissance. J'ai jamais, la stratégie qui a pivoté au fur et à mesure est toujours sur les objectifs moyen-long terme, ils sont toujours bien suivis, quoi. Trop cool. Et comment est-ce que tu vois ton usage de l'IA en tant que chef d'entreprise, du coup, si on peut t'appeler, ou chef de communauté avec tout ton projet, comment toi tu l'utilises? Parce que tu le fais utiliser à tout le monde, mais comment toi tu l'utilises au quotidien? Ouais. J'utilise déjà pour améliorer la qualité de mon contenu, par exemple avec des images, récemment j'étais un peu sur les vidéos, sur ce genre de choses. Donc j'utilise déjà pour une amélioration de qualité. J'utilise aussi pour gagner du temps. Classique avec les posts LinkedIn, j'ai fait un putain de prompt sur les posts LinkedIn ultra personnalisés, et ça me fait du coup des résultats pas parfaits, mais ça me fait gagner peut-être entre 50 et 80% du temps d'écriture. Donc c'est pas mal.
J'utilise aussi pour différentes choses, quand j'ai des tâches à faire un peu chiantes, administratives ou quoi, que tu peux un peu automatiser, un petit auto GPT ou des trucs comme ça, qui me fait gagner du temps. Il y a différentes choses, quoi, où j'ai pas mal d'automatisation aussi sur la curation. Par exemple, j'ai un truc qui est dans l'information, Ok. qui est en gros qui résume toutes les newsletters, tous les sites, etc., toutes les newsletters que j'ai sélectionnés sur Feedly, qui est un agrégateur de newsletters, etc. Et ça les résume tout en fait. Chaque fois qu'il y en a une nouvelle, ça le fout sur un Google Doc, le résumé en 2-3 lignes. Et ensuite, tous les jours à 7h, ça m'envoie un mail avec du coup tout le Google Doc. Et à 7h10, ça le clean. Et du coup, tous les jours, comme ça, j'ai le résumé de toutes mes newsletters. Trop cool. Plutôt que Moi, de voir tout lire. j'ai similaire avec Slack. J'ai choisi mon feed sur Feedly Ouais, et je le passe dans Make avec pareil, je crois. OpenAI. Franchement, ça c'est vraiment un kiff parce que du coup, je vais aller chercher dans Feedly, on peut mettre des liens de créateurs, des comptes Twitter. RSS, ouais. Et du coup, ça c'est tellement le kiff. Je vais vraiment chercher des créateurs et je me suis mis plusieurs channels spéciaux de flux RSS avec disons genre IA général, tu vois, genre IA tech. Okay. Et du coup, comme ça, j'ai plein de choses spécifiques et en même temps, genre la vision globale. Parce que des fois, genre selon les critères, moi, mon filtre, il me donne les choses les plus activables. Mais c'est peut-être pas forcément genre pas le plus intéressant. La news numéro 1, tu vois. Genre, tu peux pas genre louper dans l'IA que, je sais pas, Midjourney version 5 est sortie juste parce qu'il y a eu 3 news activables. Du coup, j'ai fait plusieurs sous-couches. Parce que ça me faisait louper genre le top 1 tendance juste parce qu'il était beaucoup moins activable que les autres, tu vois, parce que c'était très inspirationnel. Genre GPT-4 qui annonce le multimodal mais qui n'est pas tout de suite utilisable. Ouais, voilà, genre ça c'était pas activable, du coup il me le mettait pas, quoi. Trop cool. Eh ben, merci beaucoup Théo. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Est-ce que tu veux finir avec un mot pour du coup diriger les gens? Ça va sortir dans 1 mois et demi. Si tu veux peut-être sur ton profil LinkedIn ou de les faire rejoindre ton Discord, ce genre de choses. Ouais, soit vous pouvez me chercher sur LinkedIn ou potentiellement sur YouTube, mais je sais pas. Donc, allez voir sur LinkedIn ou sur Internet, vous trouverez. Je mettrai les liens dans la bio. Tu mettras dans la bio, mais Théo Leblanc, donc Theo plus loin Leblanc. Ou sinon, vous pouvez chercher directement Frya, FR2EA. Attention, c'est pas un I parce qu'il n'était pas dispo à 15 000 € par an. Ça fait beaucoup. Donc FR2EA. Et pour rendre l'IA libre, pour découvrir ce que c'est vraiment que l'IA et pouvoir s'en servir au quotidien. Trop cool. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Je t'enverrai tout ça. Et nous, on se retrouve pour un épisode dans 2 semaines avec d'autres personnes pour parler d'IA.